Écoutez, je vous invite à faire un petit détour historique et à se plonger à la fin du XVe siècle. Voilà, donc c'est le monde à l'époque à 500 millions d'habitants, donc ça ne ressemble pas du tout à notre situation, apparemment, vous allez voir. Et à Londres naît un petit garçon qui s'appelle Thomas, dans une famille de juristes assez aisés, qui s'appelle la famille More. Et donc Thomas More naît, alors là, ça commence déjà par des complications, parce que pour certains biographes en 1477, pour d'autres en 1478. Les plus nombreux ayant dit 1478, c'est la date que vous trouverez dans les encyclopédies et les dictionnaires aujourd'hui. Et il meurt décapité, je vous dis tout de suite la fin qui est triste, en 1535. Alors, on va voir entre les deux qu'est-ce qui se passe, évidemment. Et ceux qui prétendent qu'il est né en 1477 le font avec un argument qui, moi, m'a convaincu, parce que je suis un obsédé textuel et un amateur de livres. C'est l'année où paraît le premier livre imprimé en Angleterre. L'Angleterre avait été bouleversée par la guerre des Deux Roses, ce qui fait que l'imprimerie, inventée par Gutenberg en 1455, va mettre 22 ans avant d'arriver en Angleterre. Et Thomas More s'il est né cette année-là, c'était prémonitoire, car il va devenir un des premiers prosateurs de la langue anglaise. C'est-à-dire qu'on écrivait des livres à la main, évidemment, mais l'impression modifie beaucoup les choses. Et les biographies de Thomas More, les premières biographies de Thomas More, les premières notices encyclopédiques du XVIIe, XVIIIe siècle n'attribuent jamais à Thomas More l'utopie, ce dont je vais vous parler tout à l'heure, mais au contraire mettent en avant ses poèmes, ses lettres, ses traductions, et on considère que c'est un des plus grands prosateurs anglais, un type d'une inventivité inouïe. Du reste, un siècle plus tard, un dénommé William Shakespeare lui rendra hommage régulièrement en disant que les lettres anglaises ne seraient pas ce qu'elles sont s'il n'y avait pas eu Thomas More. Thomas More est un grand amateur de livres, on appelle ça rétrospectivement un humaniste, mais il a effectivement été un très grand latiniste et un helléniste reconnu. Son meilleur ami, qu'il va rencontrer en 1499, est un Hollandais qui lui aussi, on ne sait pas l'année de sa naissance. On sait l'année de sa mort, c'est un an après Thomas More, et on sait en gros qu'il a 10 ans de plus. Il s'appelle Erasme. Et donc, tous les deux, ils vont communiquer, écrire en grec. Et ils vont s'amuser, c'est une sorte d'amusement qu'on a un peu oublié peut-être, de traduire le grec en latin, par exemple. Bon, alors, ils ont fait énormément de traductions comme ça les amusait beaucoup. Et leur correspondante montre à quel point, et c'était une véritable gourmandise de s'écrire pour dire « Ah, je propose telle traduction plutôt que telle autre. » Et donc, ils sont assez étonnants. Et la première biographie que va publier Thomas More est une biographie de Pic de la Mirandole. Vous voyez, donc c'est pas par hasard non plus si on trouve chez lui cette espèce d'appétence pour une culture la plus générale possible, la plus encyclopédique. Le mot n'existait pas encore à cette époque. Alors il invente des mots, comme je vous l'avais dit. Par exemple, il a inventé le mot oligopole, par exemple. Vous voyez, donc un terme comme ça. Bon, alors qui il est ? Il est quelqu'un qui aurait bien voulu devenir prêtre. Mais le vœu de chasteté ne lui plaisait pas du tout. Et donc, il a écrit que ce n'était pas possible à cause de cet obstacle. Alors, on n'en sait pas plus s'il avait des conquêtes, si c'était un dragueur, un pénitent, ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, en tous les cas, il a repéré une jeune pépée très, très, très belle qu'il va épouser et avec qui il aura 3 enfants. Et elle va mourir très jeune. Et là, ça va être pour lui un effondrement conséquent. Alors, très curieusement, tout le monde pensait qu'il n'allait pas pouvoir se marier, mais il se remarie quelques mois plus tard avec une veuve plus âgée que lui qui a déjà une petite fille. Mais il a repéré que cette femme était une maîtresse-femme, comme on dit. Donc elle avait pris en main la maisonnée. Je reviens en arrière. Thomas More est un juriste, il marche sur les pas de son père, et il devient l'avocat, un avocat d'affaires, l'avocat de la plus grande corporation capitalistique du monde capitaliste de l'époque, qui sont la corporation des Merciers à Londres. Et donc, il faut aller négocier dans le plus grand port de l'époque qui s'appelle Anvers. Donc, il est très fréquemment à Anvers. Mais il revient à Londres régulièrement. Et puis, il va à Bruges. C'est là où le mot Bruges a donné bourse en français, comme vous le savez peut-être. Et donc, c'était là où il y a la première grande bourse. Et donc, il est à l'affût de tout ça. Il connaît très, très bien la législation. Et
il pense continuer tranquillement cette carrière assez prestigieuse. Lorsque un nouveau roi d'Angleterre arrive, tout jeune, Henri VIII, svelte, je précise ça parce qu'on a des portraits de lui massifs d'un gros pépère libidineux, ce qui l'était déjà à mon avis enfant, enfin peu importe. Donc il est svelte, il parle 4 langues, il joue de la musique, il fait du cheval. C'était un homme complet, comme on dit. Bon. Et lui, tout de suite, il l'a rencontré lors d'un dîner, Thomas More, et immédiatement il le nomme shérif de Londres. Enfin, shérif, c'est le maire, hein, ce n'est pas John Wayne, évidemment. Et donc, il est shérif de Londres, et puis il va devenir aussi quêteur, c'est-à-dire ministre des Finances, si vous voulez. Et puis, un peu plus tard, il deviendra chancelier. Mais là, je vais un peu trop vite. Je reviens en arrière, mais il faut toujours faire des allers-retours, parce que sinon, on croit que la vie, elle est comme ça tracée d'une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas le cas. Il a beaucoup d'hésitations dans sa carrière. Et à un moment donné, il reçoit Erasme chez lui. Erasme, vous voyez qui c'est, Erasme? C'est un homme absolument extraordinaire. C'est vraisemblablement le premier philosophe du monde, disons-le franchement, qui a voulu penser la paix. Alors, il a été très très mal vu, évidemment, parce que ceux qui auraient pu être ses mécènes, c'était tous des guerriers, c'était tous des hommes de guerre. Donc, penser la paix, ni Platon, ni Aristote, enfin, personne ne pense la paix, parce que le monde est toujours en guerre. La guerre est l'élément même l'activité la plus active, si vous voulez, la plus importante pour toutes les aristocraties, toutes les noblesses du monde. Ce sont des guerriers. Et donc la guerre est positive, personne ne peut être contre. Et là, tout d'un coup, il y a un gars qui dit « La guerre, c'est pas bien, on détruit des récoltes, on viole des femmes, on fait des morts inutiles pour des enjeux ridicules qui les concernent en plus pas du tout, pour acquérir un nouveau domaine, pour avoir une extension de sa propre province. » Donc, il essaie de penser philosophiquement la paix. Et évidemment, Thomas More va adopter ce principe que je vais décrire tout à l'heure dans son œuvre majeure pour nous ce soir, qui est l'Utopie. Donc ce Erasme est quelqu'un de très particulier. Il est prêtre, mais en fait, il ne va jamais dire la messe, et il circulera toujours d'une cour à une autre, le temps où on ne le met pas à la porte, pour pouvoir écrire et penser. Donc c'est une sorte, comment on dirait ça en français d'aujourd'hui? On dirait qu'il est toujours en résidence. Il y a des artistes comme ça, des romanciers, ils sont en résidence. Alors lui, Erasme, sa vie, c'est une vie de résidence. Voilà. C'est pas mal non plus, mais bon. Et il a repéré ce jeune Thomas More en 1499, qui a 10 ans de moins que lui. Puis il le trouve très beau, très joyeux. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été racontées sur l'homosexualité d'Erasme, mais j'en parlerai pas maintenant. Et donc Thomas More est destiné à être quelqu'un de pouvoir, tout simplement. Mais il accueille Erasme, comme je vous le disais, et Erasme écrit chez Thomas More Éloge de la folie, en jouant sur le mot grec pour dire folie, moira, qui renvoie à mort. Et dans ce livre, Éloge de la folie, il découvre un pays qui n'existe pas, mais qu'il ne nomme pas, et il dit à son copain Thomas More, en 1505, « C'est toi qui écriras la suite ». Puis en 1509, il lui dit « Où t'en es de la suite de mon livre, Éloge de la folie? Il faut que tu continues à raconter cette histoire de ce pays qu'on ne connaît pas. » Et puis, Thomas More lui dit « Ça y est, je vois un peu mieux où il se trouve, ce pays qui n'existe sur aucune carte. » Parce qu'en 1507, il a lu les 4 récits de voyage d'Amerigo Vespucci. Et ça, c'est excessivement important. C'est un texte qui est publié à Saint-Dié, là où va se créer la grande école de géographie, avec le moine Wassesmüller, qui publie la première cosmographie. Et c'est donc quelque chose d'impressionnant, puisque c'est la première fois où il y a des cartes, et on essaie de localiser ce qu'on sait. Mais on ne connaît pas le monde entier à l'époque, évidemment. Et donc, c'est un moment très important. Vous allez voir, parce que je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, c'est un moment où il y a une sorte de mise en culture de l'ailleurs. Il y a une recherche de l'ailleurs. Et ça, c'est excessivement important. Je crois que la fin de l'utopie, c'est quand il n'y a plus d'ailleurs. Mais j'anticipe sur ma conclusion. Donc, je reviens en arrière, et il lit ce récit de voyage, et il invente un personnage qui s'appelle Raphaël Itlodé. En grec, ça veut dire celui qui est faiseur de sornettes. Et c'est un homme très lettré, très cultivé, qui, par hasard, vraiment par hasard, son bateau n'a pas suivi celui d'Amerigo Vespucci. Il s'est retrouvé, après une tempête,
au bord d'un rivage d'une île qui ne figurait sur aucune carte. Et cette île s'appelle Utopia. Et Utopia, c'est très curieux parce que c'est un mot qui est fabriqué avec du grec et du latin. Ce n'est pas un terme grec, évidemment, le pia c'est latin, et utopia c'est topos bien sûr, mais c'est surtout le non-topos, c'est-à-dire, alors là, on est renseigné quand même parce que Thomas More est quelqu'un qui plaisante, je vous l'avais dit tout à l'heure, et donc il fait précéder son texte d'un sisin, c'est-à-dire de 6 vers, dans lesquels il explique que cette terre qui n'existe nulle part pourrait être la terre du bonheur. Donc il joue sur les mots Utopia et Utopia. Et donc ça, c'est excessivement important pour la suite des événements et la manière d'interpréter son récit. Et donc, il écrit la découverte de l'île et des conversations qu'il met évidemment en scène à Anvers, et où il rencontre ce navigateur, et puis ils discutent le coup, et là, ils sont tellement séduits par ses aventures, par tout ce qu'il décrit, qui n'existe pas chez eux, qu'il commence à prendre des notes. Et puis, il donne ce texte à Erasme. Et Erasme lui dit, non, ça ne fait pas un livre. Ça ne fait pas un livre, ce récit de voyage, ce n'est pas suffisant, il faut autre chose, il faut que tu puisses d'abord essayer de décrire notre société, et puis au miroir de cette société, en élaborer, en présenter une autre. Et Thomas More est très très pris par ses activités d'avocat, donc ça va prendre plusieurs années. Et en 1515, très rapidement l'été, il écrit la première partie de l'Utopie, ayant déjà écrit la deuxième partie, qui est le récit de Raphaël Hitlodet. Donc c'est très important de connaître cette progression du texte, parce que nous le lisons comme s'il y a la première partie et la deuxième partie, mais il faut savoir que la première partie, il a eu du mal à la coucher sur le papier, et il a eu du mal à l'imaginer, parce qu'en fait, ça ne l'intéressait pas trop. Alors que dit-il dans cette première partie ? Il dit 3 choses. La première, c'est qu'il faut que c'est un pays, l'Angleterre est un pays injuste, inique, que les guerriers créent des malheurs partout, qu'ils s'approprient les richesses indûment, et donc par conséquent, il faut essayer de supprimer la guerre. Pour ça, il ne faut plus qu'il y ait de soldats, il ne faut plus qu'il y ait de mercenaires, et pour qu'il n'y ait plus de mercenaires et plus de soldats, il faudrait qu'il n'y ait plus de monnaie, et pour qu'il n'y ait plus de monnaie, il ne faut plus qu'il y ait de propriété privée. Donc vous voyez, c'est quand même assez radical comme prise de position. Et il donne des exemples. Il dit par exemple, voilà, ces guerriers s'approprient les communaux. Les communaux, c'est les terres en commun d'un village. C'est-à-dire que là où les plus démunis peuvent faire paître leurs troupeaux, enfin leur troupeau c'est une tête de bétail ou deux, et puis surtout ramasser ce qu'on appelle la vaine pâture, ramasser ce qui reste sur le terrain après la récolte du seigneur, et puis aussi, bien sûr, ramasser le bois mort pour se chauffer ou pour faire sa cuisine. Et les petits nobliaux lancent un grand mouvement d'enclosure. Donc ils décident, ils donnent l'obligation d'enclore son terrain. Mais une clôture, ça coûte très cher. Et donc beaucoup de paysans pauvres sont obligés de vendre leurs terres, ou une partie de celle-ci, afin de clore l'autre petite partie qui ne leur suffira plus pour survivre. Donc le mouvement des enclosures est le point de départ de la fin des communaux. C'est excessivement important dans notre culture à nous aujourd'hui, en 2017, où, du moins en France, on parle partout, enfin partout, pas partout, mais on parle souvent, quand on imagine des alternatives, on parle de ce qui est en commun. On dit que c'est un bien commun, donc ce sont des communaux. Il faut penser ceci comme une propriété collective, commune, et quelque chose qui est inaliénable. Donc là, on est à un moment crucial de l'histoire de l'Angleterre, mais qui va avoir des répercussions sur l'ensemble de l'Europe de cette époque, la confiscation des terres par le biais des communaux. Que font les communaux? Que font l'enclosure? Ça met sur les routes les vagabonds, et les vagabonds, ils vont se presser vers les villes, et puis dans les villes, on n'en veut pas, on en a peur, et puis on va les enfermer, c'est ce qu'on a appelé les workhouse, et là, je vous renvoie au grand livre, évidemment, Surveiller et punir, de Michel Foucault, bien après, où il explique justement que ce vagabondage produit non pas par un exode rural voulu, mais par une décision de s'approprier des terres, eh bien, va réduire au vagabondage des gens. Et on dit que sous le règne d'Henri VIII, plus de 25 000 vagabonds ont été pendus. Donc ce n'est pas de la rigolade, hein. C'est pour un pays qui était très peu peuplé, hein. L'Angleterre a 3-4 millions d'habitants seulement à l'époque, hein. Donc on voit que 25 000 vagabonds, c'est pas rien. Et les autres sont mis en prison.
dans des prisons qu'on appelle des workhouse. C'est-à-dire ils travaillent simplement pour pouvoir payer leur repas, qui est évidemment une pitance innommable, hein, je ne vous fais pas de dessin. Donc Thomas More va écrire ce texte et il va trouver quelques semaines avant seulement le titre Utopia. Le titre est très très long en fait, hein. C'est de la meilleure forme de république pour un gouvernement d'un autre État qu'on ne trouve nulle part et qui est bien heureux et harmonieux. Voyons, donc je cite de mémoire, donc c'est un titre à rallonge, mais on l'a raccourci par le premier mot qui est l'utopie. Et le livre s'ouvre par une carte précisément, le dessin de l'île. Alors évidemment, vous voyez, il est anglais. Et il écrit sur une île. Bon. Ensuite, on va tout décoder. Il y a 54 villes en Utopie, il y a 53 comtés en Angleterre, plus Londres, ce qui fait 54. Enfin, voilà, je pourrais multiplier tous ces exemples, mais je ne vais pas faire une lecture précise, si vous voulez, du contenu. Je voudrais voir un peu le dessin de ce texte par la suite. Donc, il sort ce livre à Louvain en décembre 1516, et ce livre, tout de suite, est apprécié par les lettrés de toute l'Europe. Il est en latin, je précise tout de suite, hein, j'ai oublié de le préciser. Il est en latin et il est plein de coquilles, plein d'erreurs, plein de mises en page pas terribles. Et donc Erasme, qui est un méticuleux, qui adore le livre, est très furieux. Donc il refait une nouvelle édition qui va devenir l'édition de référence, on l'appelle l'édition de Bâle, et qui date de 1517. Et elle est précédée d'une très longue préface absolument enthousiaste de Guillaume Budet, qui est le fondateur du Collège de France en France. Là aussi, c'est très important. Guillaume Budet est un helléniste, comme vous le savez, peut-être. Donc, il est pour le maintien de la langue grecque en France, au moment où la Sorbonne ne considère que le latin, dans le giron de l'Église, évidemment. Et donc Guillaume Budet réclame que le roi prenne la décision qu'on rétablisse l'usage des autres langues, y compris des langues qu'on n'appelle pas encore vivantes, l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol, etc. Et le français, bien sûr. Hein. Qu'on puisse enseigner en français, pas seulement en latin à la Sorbonne. Et comme souvent en France, je ne sais pas pour la Suisse, mais en France, quand on n'arrive pas à réformer un truc, on crée un autre truc. Donc François Ier dit la Sorbonne c'est impossible, je les ai vus, mais enfin je ne vais pas tous les tuer, donc j'imagine ça. Bon. Donc on garde la Sorbonne, mais allez-y, créez le Collège de France. Donc le Collège de France est créé par Guillaume Budet, qui fait venir que des gens comme lui, excessivement ouverts, généreux. La première chaire créée au Collège de France, c'est la chaire de langue arabe et de connaissance de l'islam. Et donc c'est très intéressant parce que on est à un moment où le monde devient monde un peu, et cette curiosité fait qu'il y a cette idée là d'aller voir de l'autre côté de la Méditerranée ce qui se passe. Et la réciproque n'aura pas lieu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas dans les universités musulmanes de l'époque le désir d'apprendre le français ou de l'enseigner et de découvrir la France. Il faudra attendre des siècles et des siècles. Je vous signale aussi que la machine à imprimer de Gutenberg a fait l'objet d'une fatwa qui a été reconduite pendant 4 siècles. C'est-à-dire que pendant 4 siècles, le monde arabe, ce qu'on appelle le monde arabe aujourd'hui, ne connaît pas l'imprimerie. Et quand les premières imprimeries vont arriver en Égypte, parce que l'Égypte est un pays qui va se moderniser à la fin du 19e siècle, ce sera principalement pour produire des Corans, ou des hadiths du prophète, ou des textes de commentaires. Donc ce qui explique vraisemblablement pourquoi le monde arabe aujourd'hui, les pays arabes aujourd'hui, produisent 0,8% des livres produits imprimés à l'échelle mondiale. Bon, ça me semble toujours intéressant de faire ce type de lien, sans tomber dans un truc mécanique, évidemment. Hein. Et ils ont un prix Nobel de littérature, un Égyptien magnifique, mais qui a été lui-même, comme vous savez, blessé dans le café où il va boire son kawa tous les jours au Caire, à Mahfouz. Donc il a été... il aurait dû mourir, mais le méchant qui voulait l'assassiner n'a pas réussi. Donc je reviens en arrière. On a Thomas More qui publie ce livre, qui s'en occupe pas trop, qui reçoit un exemplaire qu'en 1517. Le roi Henri VIII le lit, d'autres rois lisent ce livre. Il est assez rapidement traduit en français, il est traduit en allemand, il est traduit en italien, et il ne sera traduit en anglais que bien après la mort de Thomas More. Et quand Thomas More va devenir chancelier, c'est-à-dire Premier ministre, jamais il mentionnera ce livre. Alors, nous avons
une description terrible de la société inique de l'Angleterre, et nous avons ensuite la description assez enthousiaste d'un univers que je vais vous décrire très rapidement. Une population de paysans. L'agriculture est la première activité de l'île d'Utopie, mais des paysans qui résident en ville, dans une des 54 villes. Alors, on arrive à faire des calculs parce qu'ils donnent parfois des statistiques très rares sur le nombre de pains consommés. Donc du coup, on peut imaginer qu'il y a tant d'habitants et ça fait une fourchette assez large. On peut considérer que l'île d'Utopie est peuplée de 9 à 18 millions d'habitants et que les villes ont entre 200 000 à 600 000 habitants. Donc ça fait quand même des villes importantes. C'est des villes de maisons individuelles, mais d'un étage ou deux, avec une cour devant et un jardin derrière. Il n'y a pas de serrure parce qu'il n'y a pas de propriété privée. Les gens ont leur logement attribué par tirage au sort, qui a lieu tous les 10 ans. Donc tous les 10 ans, vous déménagez. Il n'y a pas de cuisine dans ces maisons parce que les repas sont fabriqués dans une cuisine collective et on va déjeuner et dîner dans les restaurants collectifs du quartier, où là, les jeunes desservent et où les plus âgés, femmes volontaires, font la cuisine. Donc il y a une sorte d'auto-organisation comme ça. Et donc, on doit travailler, on part au travail en musique, ce qui a dû plaire à notre ministre de l'Éducation nationale en France, puisqu'il a créé, le premier jour de l'école, il y avait de la musique partout, paraît-il. On part en musique et on travaille 6 heures par jour. 3 heures le matin, on déjeune, on sieste, ça, voilà une mesure intéressante, et ensuite, on travaille à nouveau 3 heures. Si la récolte a été excellente, l'année d'après, on travaille 5 heures ou 4 heures. Donc, le travail n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, pas à l'époque, l'épanouissement personnel, c'est-à-dire apprendre un instrument, peindre, sculpter, voyager, etc. Donc c'est une île qui est aussi ouverte au monde. Il y a des esclaves, par exemple, qui sont des prisonniers de guerre. Du reste, les esclaves sont les seuls qui possèdent de l'or. La chaîne pour les retenir est en or. L'or ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de monnaie. On peut obtenir tout ce qu'on veut en abondance. On fait des courses, par exemple, on entre dans un entrepôt et puis on prend ce qu'on veut. Et ça, on va le voir que les utopistes qui vont suivre vont reproduire cette idée-là avec un point de vue tout bête que Thomas More avait observé. C'est que le premier jour, on vous dit c'est gratuit, prenez ce que vous voulez. Vous prenez 12... part de religieuses au chocolat, mais 12, c'est dur à digérer. Donc le lendemain, vous en prenez plus que 5 ou 6, et puis après, vous en prenez un jour une, le lendemain, pas du tout. Donc il pense qu'il y a une sorte de régulation de la consommation par simplement les désirs de chacun. Et puis s'il y en a un qui est vraiment plus gourmand qu'un autre, c'est pas grave, puisque tout est en abondance. Bon, donc c'est comme ça. Alors donc on a 6 heures de travail par jour, on est paysan. Si on veut changer de boulot, c'est possible, et on provoque une réunion, et puis là généralement, avec beaucoup d'attention, on dit bah oui, il a un véritable talent pour être musicien, ou pour être peintre, ou pour être juriste, donc il va changer de boulot, et toute la société s'en préoccupe. Les malades et les vieilles personnes sont prises en charge par la collectivité. Et avec un énorme respect, c'est eux qui ont les meilleurs morceaux de viande, c'est eux qui ont les soins les plus attentifs, etc. Et pour le mariage, il y a un événement un peu nouveau pour un humaniste, c'est que le garçon et la fille qui décident de vivre ensemble, il faut d'abord qu'ils aient un certain âge. Il faut que la fille ait au moins 18 ans et le garçon 22. Et à ce moment-là, ils ont le droit, donc ils demandent à un homme et une femme adultes un peu âgés d'assister à la première confrontation entre les futurs épousés qui se mettent nus afin d'éviter toute contestation sur la qualité de la marchandise, j'exagère, par la suite. Donc pour pas qu'il y ait de problème, pour pas qu'il y ait de défauts physiques, je sais pas quoi, bon, on se met tout nus et l'homme et la femme, évidemment âgés, regardent pas, et les deux jeunes futurs amoureux, évidemment, s'observent, et ensuite, ils se marient. Le divorce est possible, et la croyance est possible. On peut croire en ce qu'on veut, mais il faut croire. Donc, là, c'est une particularité de cette utopie par rapport à d'autres utopies, c'est qu'elle n'est pas laïque, elle est religieuse. Thomas More considère, lui qui est catholique, n'impose pas le catholicisme à tous les utopiens,
Ça, c'est déjà un point assez intéressant. Mais lui dit il faut obligatoirement croire. On ne peut pas vivre si on n'est pas guidé par toute une éthique qui dérive de la présence d'un Dieu généralement bienveillant, miséricordieux, comme on dit, dans le catholicisme. Alors, ce livre, évidemment, va avoir un énorme succès parce que ça révèle d'abord une critique radicale de la société anglaise et d'autre part, ça imagine d'autres modalités. Donc l'utopie, si je voulais la définir à ce moment-là, en 1516, je dirais que c'est un ailleurs présent. Ce n'est pas un futur probable. C'est très important parce que souvent, par la suite, on parlera d'utopie comme une sorte d'anticipation de quelque chose. Ah, ce serait bien plus tard, on va... Non, c'est pas plus tard chez Thomas More, c'est tout de suite. Elle est là, l'île d'utopie, en même temps que son voyageur la découvre. Elle est contemporaine de l'Angleterre, elle n'est pas un truc comme ça de science-fiction. Non, l'utopie est un présent ailleurs. La différence, elle est là, elle est ailleurs. Alors là c'est un point sur lequel j'insiste un petit peu parce que toutes les utopies qui vont suivre, toutes sont nourries des récits de voyage. Le récit de voyage, qui précède le récit utopique, est un genre littéraire excessivement prisé, excessivement populaire. Donc nous, on l'a un peu oublié, mais je prends des gens comme Rousseau, par exemple, prenons Rousseau. Rousseau est un très très grand consommateur de récits de voyage. Et il y en a beaucoup au XVIIIe siècle. Il y a beaucoup de gens qui font la route de la soie, qui révèlent les marchés aux esclaves, qui découvrent le harem en Turquie, etc. Et donc tout ça est raconté par les voyageurs. Les voyageurs sont soit des navigateurs, comme Christophe Colomb, mais Christophe Colomb, son journal de bord ne sera publié qu'en 1519. Donc, il n'a pas pu inspirer, évidemment, Thomas More. Donc, c'est vraiment Amerigo Vespucci, ça c'est très important. Le voyageur est un navigateur. Plus tard, ce sera un missionnaire. Et on a beaucoup de récits de voyage de missionnaires jésuites, en particulier en Chine, au Tibet, etc. Ce sera un ambassadeur, en poste dans un autre pays du bout du monde. Et ce sera, bien évidemment, un naturaliste, c'est-à-dire quelqu'un qu'on enverra pour découvrir d'autres espèces animales et végétales. Comme vous le savez, les navigateurs sont toujours accompagnés de savants. Et ces savants, ils reviennent. Je donnerai un nom très connu, Jean Nicot, qui rapportera le tabac et qui donnera nicotine. Son nom, ça vient comme ça. Bon. Donc, on a un plein comme ça. Monsieur de Magnol, qui ramène ce qu'on appellera ensuite un magnolia dans votre jardin. Enfin bon, je pourrais vous raconter plein de noms de gens comme ça. Et pour montrer à quel point il y a cette espèce de fascination de l'ailleurs. Au point où je soupçonne certains auteurs de ces récits de voyage de les écrire pour leur public. C'est-à-dire qu'ils exagèrent des traits de comportement des populations qu'ils rencontrent pour plaire à leur public. Et donc, ils ont une capacité un peu... Alors ça, on le sait par les anthropologues du 19e et 20e siècle, qui, eux, sont beaucoup plus scientifiques, qui ont un terrain, qui apprennent la langue, généralement, locale, et qui ensuite, évidemment, s'aperçoivent que les relations sexuelles ne sont pas aussi libres et joyeuses que ça, que même s'il n'y a pas de monnaie, il y a quand même de la constitution de richesse pour certains, que les pouvoirs ne sont pas du tout des pouvoirs horizontaux, qu'il y a parfois des hiérarchisations, qu'il y a des différences hommes-femmes, etc., qu'il y a des différences entre cadets et aînés. Bon, mais dans les premiers récits de voyage, là, j'allais presque dire, c'est du Gauguin. Enfin, je veux dire, c'est bonheur absolu. La nature est généreuse. Et il suffit de cueillir les fruits qui sont magnifiques, de pêcher des poissons, et puis on fait l'amour tout le temps, partout, toutes les positions, enfin, etc. Bon, tout est merveilleux, extraordinaire, et tout le monde est heureux. C'est l'harmonie. Mais on apprendra par la suite que c'est pas aussi simple que ça. Alors l'utopie, c'est d'abord une critique radicale de la société et une contre-proposition, si vous voulez, d'une autre république. Françoise Choët, qui est une spécialiste française de l'utopie, rajoute un troisième critère très important, qui est la territorialisation. C'est pas simplement qu'elle est localisée ailleurs, cette utopie, c'est qu'en son sein, il y a une organisation territoriale importante. Donc, il y aurait trois éléments, si vous voulez, constitutifs de ce qu'on appellera le récit utopique. Thomas More ignorait totalement qu'il était en train d'inventer un genre littéraire.
En 1911, un libraire de Vienne va dénombrer 1154 récits utopiques publiés en Occident, depuis Thomas More jusqu'à 1911. Donc c'est quand même pas rien. Alors je ne les ai pas lus tous, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y en a qui ont disparu, d'autre part parce que c'est terriblement ennuyeux. Ce n'est pas des plumes. C'est laborieux, parce qu'ils veulent bien souvent, surtout les utopies du XVIIIe siècle, ils veulent être excessivement précis juridiquement, donc c'est des trucs, des calculs à n'en plus finir, c'est assez ennuyeux. Donc il y en a quelques-unes qui sont brillantissimes, je vais vous les citer, et une qui n'est pas vraiment une utopie, parce que c'est aussi une sorte de dérision de l'utopie, mais c'est le texte le plus amusant à lire, évidemment, c'est Candide de Voltaire. Voltaire publie, c'est une œuvre tardive, c'est une œuvre qu'il publie en 1759. Candide, je l'ai lu plusieurs fois, et à chaque fois, c'est un régal. À chaque fois, c'est un régal. Et même l'autre jour, dans le train, quelqu'un m'a dit, mais vous n'arrêtez pas de rigoler, qu'est-ce que vous lisez? Et je lui ai dit, Candide. Je lui ai donné, du coup. Oui, parce que je lui ai donné pour rire, mais enfin, il l'a gardé. Bon. Alors, donc, l'utopie, c'est quand même un truc étonnant. Bon, c'était ça. Et alors, donc, Thomas More, lui, je vous l'ai dit, il devient Premier ministre. Et alors là, c'est une chose ahurissante, parce que je ne sais pas comment l'interpréter. Je ne l'ai pas interprété dans mes différents livres sur les utopies. C'est qu'il ne fait rien. Il ne fait aucune réforme. Aucune réforme. Il sait très bien, puisqu'il a décrit tout ce qui ne marchait pas. Il sait très bien tous les abus de pouvoir en permanence, mais il ne fait rien. Il ne propose pas une réforme fiscale. Non, rien du tout. Alors vous allez me dire pourquoi il est décapité par Henri VIII. Pour une raison très simple, c'est qu'Henri VIII, à un moment donné, veut que l'enfant qu'il a avec sa maîtresse, du moment, Anne Boleyn, soit reconnu comme étant son héritier. Alors il faut dire que c'est un peu compliqué, Henri VIII, parce qu'Henri VIII a épousé Catherine d'Aragon, qui était la femme veuve de son frère, Arthur. Vous suivez? C'est un peu compliqué. Donc, sa belle-sœur, si vous voulez, plus âgée que lui, elle a 19 ans, 20 ans quand il se marie, lui en a 14 ou 15, et alors évidemment, par la suite, lui dira « J'ai pratiqué ce que les anciens hébreux appelaient le lévira, c'est-à-dire le fait que j'épouse la veuve de mon frère pour subvenir à ses besoins et adopter ses enfants. » Donc là, il dit ça, c'est absolument pas catholique. Donc il dit il faut que le pape accuse ça. Et elle va essayer de démontrer qu'elle était vierge lors de son second mariage. C'est très compliqué aussi, ça, à démontrer. Bon. Donc, l'affaire est mal enclenchée. Ils ont plusieurs enfants ensemble, qui meurent tous en bas âge, sauf un garçon, mais lui aussi va mourir, alors plutôt vers 17-18 ans. Et donc, du coup, pour Henri VIII, c'est pas une bonne reine. C'est la fille, quand même, d'Isabelle la catholique, de Ferdinand. Donc, c'est pas n'importe qui non plus, mais dans les rapports de force entre États. Mais il est intrépide, il préfère l'autre pépé, donc il décide de divorcer. Et donc il va payer des universitaires. Donc déjà à l'époque, je me suis aperçu que des universitaires étaient prêts à être payés pour dire des mensonges. Ça m'a rassuré sur Monsanto, vous avez vu ça l'affaire. Hein. Des tas de chercheurs ont raconté des tas de salades pour que tous ces produits toxiques soient vendus tranquillement. Donc à l'époque déjà, l'argent corrompait le milieu universitaire. Bon. Et donc des théologiens vont dire le divorce est tout à fait possible dans ces conditions-là, exceptionnelles, et ils font pression sur le pape, et puis il va plus ou moins y arriver. Et Thomas More, lui, dit non, ce n'est pas possible. Et il dit non, ce n'est pas possible dans un contexte très particulier qui est celui de l'apparition d'un moine un peu curieux qui s'appelle Martin Luther, qui publie ces 99 principes religieux, qui les affiche. Et là, le roi Henri VIII répond à tous ces textes de Luther avec un texte qui va tout à fait plaire au pape. Il pense évidemment que par cette manière-là, le pape va donner son autorisation du divorce. Ça ne se fait pas. Donc du coup, Thomas More est doublement coupable. D'abord, il ne le soutient pas contre Luther et il ne le soutient pas pour obtenir le divorce, son divorce avec Catherine d'Aragon. Et donc, évidemment, il va lancer un procès contre Thomas More, il le fait arrêter, et il y
a des faux témoignages qui sont maintenant l'affaire est très très bien documentée. Les faux témoignages sont payés par le roi. La cour et tous ceux qui sont nommés sont du côté du roi, etc. Et donc du coup, il est condamné à mort. Comme le roi l'aimait beaucoup, ce Thomas More, il accepte exceptionnellement qu'il soit décapité, ce qui est une chance pour lui. Il n'est pas tué comme un manant. À l'époque, on les écartelait, et quand le ventre était déchiré, on y coulait du plomb. Chaud, évidemment. Bon. Donc, il lui évite cette torture, et il est simplement décapité. Thomas More, raconte-t-on, monte sur l'échafaud, il met sa tête sur le billot, et il met de côté sa barbe, parce qu'en étant en prison, la barbe avait poussé. Il met de côté sa barbe, et il dit au bourreau, fais attention de ne pas la couper, elle est innocente. On veut dire qu'il avait de l'humour même au moment de sa mort. Et au même moment, Henri VIII joue avec sa maîtresse Anne Boleyn aux échecs, et on raconte que exactement au moment où la hache allait trancher la tête de Thomas More, le roi est resté avec sa pièce suspendue sur l'échiquier. Comme s'il y avait une sorte de télépathie, si vous voulez, entre... C'est beau, hein? Enfin, n'empêche que l'autre est mort. Bon, donc le résultat est quand même très clair là-dessus. Thomas More est mort et toute la famille est chassée d'Angleterre. Donc ça, je ne rentre pas dans le détail. Mais à l'époque, on ne rigolait pas avec... donc ils n'ont plus du tout de revenus, ils s'en vont. Thomas More était un homme aisé, je vous l'avais dit, c'était un avocat d'affaires. Il avait fait construire une maison à Chelsea, à 7 km de la City. Une maison qu'il avait dessinée, alors je dis ça pour les architectes qui sont dans cette salle, une maison avec un toit plat, avec une ménagerie, parce qu'il voulait des animaux sauvages, avec un très beau parc et avec une bibliothèque. Et on a une esquisse d'un tableau qui a disparu, fait par Holbein, qu'il a aussi reçu chez lui à Londres. Et ce tableau, c'est la famille de Thomas More. Et donc il y a 10 personnes. Et sur les 10 personnes qui figurent sur le tableau, 8 ont un livre à la main. Pour vous dire aussi qu'on était dans un milieu où on mettait en avant la poésie, la littérature, le texte. Et puis, on voit des instruments de musique. Donc, après la lecture, on joue de la musique. Et ensuite, on va dans le parc. Vous voyez, c'était pas mal. Alors, lui, il prenait le bateau tous les jours pour aller sur la Tamise de Chelsea à la Cité. Et pendant ce voyage-là, il racontait des histoires à son gendre, qui a été son premier chroniqueur. Ensuite, le gendre va rappeler toutes ces anecdotes. Donc c'est un livre tout à fait intéressant. Alors, est-ce qu'elles sont justes ou pas? Mais enfin, en tous les cas, ça donne aussi des traits du personnage. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Pour l'Angleterre, je saute quelques décennies. Mais qu'est-ce qui se passe du côté de l'utopie? Eh bien, en fait, ça va très très vite parce que le texte a tellement marqué les esprits que beaucoup de gens veulent inventer leur territoire qui n'existe nulle part, qui ne figure pas sur une carte, dans lequel on vit nettement mieux que dans la propre société dans laquelle on se trouve. Et donc, on va avoir une succession d'utopies, ce qui m'a permis d'affirmer un peu péremptoirement que l'utopie était un genre occidental et masculin de la transformation politique. Bon, pourquoi? Parce que je me suis renseigné auprès d'amis très très compétents sur le monde asiatique, sur le monde musulman, sur ça. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent à ce genre littéraire qui est le récit utopique. Donc c'est vraiment quelque chose d'occidental, et c'est écrit sur les 1142 utopies recensées par ce libraire. Il n'y en a que 2 rédigées par des femmes, et les autres sont rédigées par des hommes. Donc là, il y a vraiment un point important. Je précise aussi qu'à un moment donné, un philosophe français qui s'appelle Renouvier va inventer un nouveau terme qui est l'uchronie, pour désigner une utopie dans le temps, et non pas une utopie dans la territorialité. C'est-à-dire que c'est un jeu amusant, du reste qu'on peut tous faire. Si un tel avait été élu, ou si un tel n'avait pas été battu à la guerre, si Napoléon Ier avait gagné Waterloo, qu'est-ce qui serait devenu? Voilà. Donc ça, c'est une uchronie. Ce n'est pas l'anticipation, hein. Ce n'est pas dire dans 50 ans, dans un siècle. Ça vient beaucoup plus tard, et ça vient avec Jules Verne. Et donc là, on ouvre à autre chose qui est... Alors, il y a toute une partie d'utopie qui, moi, m'a passionné et qui continue à me passionner, qui sont les utopies pratiquées. Je vais en dire 2 mots parce que, après Thomas More, il y a le 19e siècle, c'est des récits de voyage
Donc c'est des Robinsonades, en gros on peut dire ça comme ça, ou des Robinson Crusoe. Bon. Donc on invente des pays merveilleux où tout est agréable. Et puis arrive quand même ce qui modifiera énormément de choses en Europe, qui est le productivisme, qu'on appelait avant la révolution industrielle ou l'industrialisation. Maintenant, ces mots sont bannis parce qu'ils ne font pas grand sens. On parle de productivisme, c'est-à-dire de transformation du rapport de la productivité et de la rentabilité, c'est-à-dire du temps. Donc on a un nouveau terme très important qui est marqué par le progrès incessant des techniques pour toujours produire plus et toujours produire plus vite. Donc ce productivisme est caractérisé par un mot très important qui est l'accélération, que j'ai trouvé dans plein de textes du 19e et du 20e siècle. Alors ça m'amuse de le trouver aujourd'hui sous la plume d'Hartmut Rosa ou de tas de gens qui parlent à la télé ou à la radio, qui disent, voilà, aujourd'hui on a deux trucs essentiels, les crises et puis l'accélération. C'est exactement le vocabulaire de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Donc ça nous interroge aussi, ça, je pense, hein, bien sûr. J'en dirai deux mots si ça vous intéresse tout à l'heure. Alors, ce productivisme modifie évidemment la production agricole. Il pénètre d'abord l'agriculture, la mécanisation de l'agriculture, l'entrée de la chimie dans l'agriculture, la physiocratie, etc. Bon, le remembrement, l'organisation du travail différent. Et ensuite, ça pénètre évidemment la manufacture avec les usines et ensuite la machine-outil et puis plus tard le taylorisme. Donc tout ça est bien connu, ce qui fait que du coup, les auteurs d'utopie ne peuvent pas être à l'écart de ça. Donc ils prennent en considération ces transformations du monde du travail agricole et manufacturier. Ce qui fait que des gens comme Robert Owen, un auteur que j'aime beaucoup, comme Saint-Simon ou comme Fourier, ne vont pas laisser de côté l'industrie. Hein, j'ai écrit un livre sur Jean-Baptiste André Godin, le fabricant du poêle Godin, qui a construit et financé le Familistère, qui n'est pas le phalanstère, le Familistère, à Guise, dans l'Aisne, que vous pouvez encore visiter. Il est là en toute pièce, c'est magnifique, avec sa piscine, avec le sol amovible, avec ses jardins ouvriers, avec ses trappes à balayure, qui sont l'ancêtre du vide-ordures, etc. Bon, donc tout ça, on le retrouve dans ce bâtiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Robert Owen, par exemple, ça ne suffisait pas de transformer l'usine dont il était le directeur, de répartir la richesse entre tous les salariés, ce qui était déjà mal vu des autres patrons, bien sûr, hein, mais lui, il le faisait. Non, à un moment donné, et c'est pareil pour Fourier, il faut passer à l'acte. Et donc, ça c'est très intéressant, ce que Thomas More n'a pas fait, c'est que ces gens-là invitent des utopiens à aller mettre sur pied, en grandeur réelle et en temps réel, une utopie. La leur, évidemment. Alors comment ça se passait? C'est très simple. On mettait des placards publicitaires dans les rues. Recherchons personnes prêtes à participer à une aventure phalanstérienne aux États-Unis. Il y a eu 3 tentatives en France. Il y en a eu 2 en Algérie, une en Roumanie, une au Mexique, la Cecilia, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il y a eu même un très beau film qui a été fait là-dessus, qui est une colonie plutôt libertaire. Et puis au Brésil. Mais le pays nouveau, le pays neuf, le pays de migration le plus important à l'époque, c'est les États-Unis. Et là, il y a eu énormément de réalisations de colonies phalanstériennes. Et j'en ai examiné une trentaine. Et je me suis aperçu que ces colonies phalanstériennes s'arrêtaient pour un des 3 motifs suivants, au moins, sinon les 3. Le premier motif, c'est la disparition ou le départ du leader charismatique. Donc ça, c'est un point très important. Il n'y a pas d'utopie ou même de tentative expérimentale alternative sans quelqu'un qui a une certaine aura et puis permet de régler les tensions, les différends, et puis oriente un peu l'ensemble de la collectivité, de la communauté, vers quelque chose. Je pense par exemple à Lanza del Vasto, si vous voulez, pour vous donner un exemple que vous connaissez peut-être. C'est vrai qu'une telle personnalité permet la réussite d'une forme communautaire pacifiste et végétarienne, etc. Bon, peut-être que vous la connaissez. Donc, si le leader charismatique, parce qu'arriver de France aux États-Unis, comme l'a fait Victor Considérant, ils avaient acheté sur plan un énorme domaine agricole, mais qui était en fait un domaine de pierre et de désert, dans une bourgade qui s'appelait Dallas.
Et à l'époque, on n'avait pas encore creusé le sous-sol, donc ils sont passés à côté du pétrole. Et à Dallas, ils ont créé une communauté, s'appelle la communauté de la Réunion. Vous voyez, le nom est très important. Hein. Soit ça s'appelait New Harmony quand on est du côté de Cabet, ou bien d'Owen, mais sinon c'est la Réunion, c'est-à-dire pour montrer que c'est un truc collectif, un assemblage de gens qui décident d'être ensemble, donc ils se réunissent pour créer quelque chose. Et là, aux États-Unis, ils arrivent à Dallas, le temps est excessivement terrible, il y a énormément de moustiques, beaucoup sont malades, le médecin qui appartient au collectif ne veut pas être médecin, le boulanger ne veut pas faire le pain, parce qu'ils disent, mais non, moi, si j'ai quitté la France, c'est pas pour faire le boulot que je faisais là-bas qui ne me plaisait pas. Donc du coup, ils s'improvisent agriculteurs, mais agriculteur, c'est un métier, c'est un savoir-faire, donc c'est pas simple. Donc la première récolte est très mauvaise, donc il y a des gens qui partent, etc. Ensuite, il y a les cow-boys, caricature un peu, qui entendent parler ah oui, là il y a un truc de français où il y a la liberté sexuelle, ils sont tous partenaires hommes-femmes, donc ils disent bon, on va venir comme si c'était un vaste bordel. Donc là évidemment il y a des bagarres, et eux ils sont armés les cow-boys, pas les Français, parce qu'eux ils sont pacifistes puisqu'ils sont venus là pour créer un monde harmonieux. Enfin vous voyez, donc il y a plein de difficultés. Et la première, évidemment, c'est si le leader s'en va, bah ça, généralement c'était aussi le seul qui parlait à peu près anglais, donc du coup ça pose énormément de problèmes. La deuxième raison, elle est étonnante, il faut bien l'avoir en tête pour nous, surtout quand on réfléchit à des formes coopératives de vie sociale dans nos pays respectifs aujourd'hui, c'est la répartition des richesses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a un à la table, il y a des réunions, hein, il y a des dîners, tout ça, un qui ose dire, ouais, puis là, quand même, bon, bah voilà, je suis pas d'accord avec Pierre, là, parce que lui, il se lève le matin, et puis il fait pas le repas, il fait pas la vaisselle, il va pas travailler, il passe son temps à flirter avec toutes les autres utopiennes, ça va pas du tout, ça. Il a le même salaire que nous. Donc, tout d'un coup, se pose la question de la répartition de la richesse produite. Il y en a un qui dit non, moi je suis très content de travailler, voilà, je produis énormément, je fais des bocaux, je fais ceci, et il n'y a aucune raison que je sois payé comme ce type qui ne fout rien. Bon, donc il y a des débats, des tensions encore, et ça crée des dissensions internes. Et souvent, beaucoup de tentatives utopiques ont échoué sur cette dimension-là. Et la troisième, évidemment, qui est la plus difficile à analyser, c'est la constitution de couple. C'est qu'à un moment donné, la libre circulation des amants fait que des sentiments exclusifs se manifestent, souvent suite à la naissance d'un enfant, et donc on dit non, ok, mais maintenant on arrête, on est bien tous les deux, on s'aime, on a un enfant, voilà, donc on veut notre maison à nous, qui n'est plus le partage d'un phalanstère collectif, etc. Et donc ça vient casser ce qui était la communauté des hommes et des femmes, expression qu'on trouvait surtout chez les Saint-Simoniens. Surtout à Paris, dans la collectivité qui avait existé à Ménilmontant, le père enfantin, donc il y avait un père, le père enfantin qui s'occupait de toute l'organisation de la maisonnée. On a appris par la suite, évidemment, que, comme par hasard, il s'attribuait toujours la nouvelle arrivée. La nouvelle femme qui arrivait, la nouvelle jeune femme qui arrivait, était désignée comme étant sa compagne pour la première nuit. Et puis alors après, il a prêté à d'autres. Enfin bref, réciproquement. Donc faut faire très attention à cette espèce de folklore des mouvements collectifs, parce qu'à un moment donné, il y a des difficultés à franchir peut-être des éléments qui sont beaucoup plus profonds qu'on ne croit dans nos têtes. Hein, donc la répartition de la richesse, le salaire, enfin ce qu'on vaut en gros, et puis aussi l'amour exclusif d'une personne, la famille de l'autre, etc., qui crée des problèmes. Une communauté qui s'appelle Oneida a duré 80 ans aux États-Unis et a tenu, enfin il y avait une presse, et donc il y avait un journal pratiquement quotidiennement pendant 80 ans, ce qui fait une masse de documents, d'informations inouïes sur la vie quotidienne dans cette communauté. Et un enfant sans père et sans mère, un enfant du collectif, si je puis dire, a écrit ses mémoires par la suite. D'abord, il a très très bien pu continuer à vivre aux États-Unis. Il n'était pas décalé, il n'était pas en difficulté d'insertion, comme on dirait aujourd'hui. Donc, le fait que toutes les femmes et tous les hommes étaient ses pères et ses mères, c'était pas du tout un problème pour lui, comme pour d'autres enfants qui étaient dans le même cas. Donc là, on a un exemple assez fort, Oneida, qui montre qu'on peut échapper
à cette espèce de présence des parents biologiques pour pouvoir exister et avoir un épanouissement personnel tout à fait de qualité. Donc, ces trois motifs font que ces expérimentations se déclinent, s'arrêtent. Mais je trouve d'autres raisons à l'épuisement et à l'effacement des utopies. C'est pour ça qu'on a appelé cet exposé « L'utopie est-elle en panne ?» C'est parce que, comme je vous le disais au tout début, il n'y a plus d'ailleurs. Donc, le récit utopique ne peut plus embrayer sur une terre qu'il faudrait découvrir, comme par exemple l'Argentine à un moment donné avec les jésuites du Paraguay. Bon, c'était juste à côté, on délimitait là une zone précise. Non, le monde entier est conquis, réparti, divisé, colonisé, dénommé, cartographié, donc il n'y a plus d'ailleurs. Ça gêne pour créer une utopie. Le deuxième point très important, c'est les expérimentations communistes du XXe siècle. Parce que là, on ne peut pas, évidemment, c'est quand même de la contre-publicité pour l'utopie. C'est-à-dire que ce sont tous des régimes qui se sont transformés en régimes totalitaires, que ce soit l'Union soviétique avec ses goulags, que ce soit l'utopie meurtrière Khmer Rouge, donc, ou même le système cubain. Donc il y a tellement de répression, tellement de gens emprisonnés, tellement de gens aussi dans la difficulté simplement de la nutrition, etc., que l'idéal communiste, qui est un mot qu'on trouve chez Thomas More, l'idéal communiste, qui n'a rien à voir avec le marxisme-léninisme de cette époque, fait que l'utopie ne sortait pas victorieuse. On disait au contraire, pas top. Et un des premiers soviétiques s'appelait le Soviet Thomas More. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que très vite, on a dit non, on ne peut pas se revendiquer d'un type qui était au service du roi, donc qui était un bourgeois, etc. Donc là aussi, il y a eu une répression très importante. Et puis, le troisième élément, je pense que c'est le plus difficile à admettre et à comprendre, c'est qu'on n'est plus du tout dans la recherche de l'unité. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'expérimentation de quelque chose, là, à son échelle. Et puis, donc là, on va faire une AMAP, là, on va faire une école de nouvelle pédagogie, là, on va faire une coopérative ouvrière de production, etc. Mais on n'est plus dans quelque chose qui essaie de viser l'unité. L'unité harmonieuse que créait évidemment quelqu'un comme Thomas More et beaucoup plus tard quelqu'un comme par exemple Charles Fourier. Fourier, la qualité qu'il appelle le pivot central de sa conception, il l'appelle quand même l'unité. Donc c'est un principe unitaire. Il valorise les 5 sens, il valorise les 4 qualités spécifiques, que sont le familisme, enfin le papillonnant, etc. Bon. Et il y a un pivot, c'est-à-dire la 13e, qui va permettre à l'ensemble de bien fonctionner. Et donc, mais lui, il est un peu obsédé par la description des qualités individuelles. Il repère, par exemple, 810 caractères masculins et 810 caractères féminins. Donc il en conclut que le phalanstère qu'il imagine comprendra 1620 individus des deux sexes afin qu'on puisse stimuler, exalter au maximum la différenciation des 810 caractères hommes et femmes et leur combinaison constitutive de ce qu'il appellera justement l'algèbre amoureux. Bon, du reste, il va très loin dans le descriptif. Dans son traité du cocuage, par exemple, il recense 622 façons d'être cocu. Bon, vous voyez, des choses excessivement, un peu pathétiques. Bon, en même temps, il écrit le Nouvel Ordre amoureux, un livre qui restera caché, car ses disciples, après sa mort, le lisent et disent « c'est pas possible, c'est une bombe ». Et ce livre est publié en 1967 en France pour la première fois. Le Nouvel Ordre amoureux. Mais il n'a rien à voir avec 68 parce que j'ai appris depuis que ça ne s'était pas du tout vendu. Parce que le titre est excellent, mais Fourier est très difficile à lire. Il a une écriture magnifique, mais il faut s'y mettre. C'est pas simple. Donc l'aspect subversif de Fourier était malheureusement un petit peu gâté, un peu altéré par son écriture un peu lourdingue. Donc, pour moi, les utopies s'arrêtent avec les 3 éléments que je viens de vous indiquer. Et donc, après, évidemment, se pose la question que je disais dans un de mes premiers livres sur les utopies. Je paraphrasais un poète français, Saint-Paul Roux, qui avait écrit que les sociétés sans légende
étaient condamnés à mourir de froid. J'avais trouvé cette formule très belle, et donc je l'avais reprise en disant « Les sociétés qui ignorent les utopies sont condamnées à mourir de froid ». Et effectivement, il ne fait pas très chaud dans nos sociétés en ce moment, parce qu'il n'y a pas cet appel d'air, cet appel d'imagination, cet appel d'audace aussi, qui porte un mot très simple, qui est le bonheur. L'Atlas des utopies qui a été réalisé par le journal Le Monde et puis La Vie catholique, ils ont eu la gentillesse de m'interviewer longuement, et j'ai conclu mon interview. Ils ont pris ça comme titre du coup de cette interview. J'ai dit que nous n'osons pas assez à être heureux. Donc c'est ça, pour ça qu'il n'y a plus d'utopie, c'est que nous n'osons pas être heureux. Nous n'osons plus revendiquer des choses impossibles pour justement changer le monde, bien sûr, mais aussi changer notre propre qualité d'existence. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait que l'utopie devient presque rationnelle. On va faire l'utopie, par exemple, d'une coopérative de production, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faudrait penser l'alimentation, et l'alimentation, c'est les 5 sens, etc. N'oublions pas que pour Fourier, par exemple, quand il imagine l'école, c'est très compliqué chez lui, je ne rentre pas dans le détail, parce qu'il y a des hordes de bambins, de poupins, il y a un pouponat, il y a plein de catégories comme ça, il adore ça. Mais bon, en gros, il y a deux disciplines enseignées, qui n'appellent pas discipline, évidemment. On va à l'école et on a 2 types d'activités. La première, c'est l'opéra. La deuxième, c'est la gastronomie. C'est tout. Bon. Donc, c'est très simple. Pas d'histoire, pas de mathématiques, pas de tous ces trucs qui servent à rien, pense-t-il. Et c'est pas faux parce qu'en fait, derrière l'opéra et derrière la gastronomie, on retrouve évidemment toutes les autres disciplines comme la mesure, donc le calcul, vous voyez, comme la géographie, d'où vient tel aliment ou tel condiment que je mets dans mon plat. Donc d'une certaine façon, il n'a pas tort. Et ce qui m'a séduit lorsque j'ai fait mon exposition sur les enfants j'ai fait une exposition qui n'a rien avec l'utopie, qui est les enfants, les grands oubliés de l'architecture et de l'urbanisme, qui a eu lieu à Dunkerque, puis qui a ensuite été à Grenoble. Et pour faire cette exposition, j'ai lu, parce que souvent, vous avez remarqué, on dit toujours, oui, j'ai été amené à relire. Oui, enfin, moi j'avoue qu'il y avait des trucs que je n'avais jamais lus, donc j'ai lu, j'ai relu, mais j'ai lu, bien sûr, Maria Montessori, Ovide de Crowley, Célestin Freinet, John Dewey, et puis surtout Patrick Guedes, qui est un type absolument remarquable. Et lisant ces textes, je me suis aperçu que pour eux tous, il n'y avait que 2 disciplines à enseigner, mais qui n'appelaient pas, comme Fourier, gastronomie et opéra, c'était la musique et le jardinage. Et donc là, il y a un rapport à la découverte de la nature, à la sensualité qui est essentiel et qui va avec une compréhension des rythmes de la nature et donc des rythmes du monde vivant et des humains. Alors là aussi, vous voyez, dans cette exposition, j'expliquais que par exemple pour les enfants de 1 an à 7 ans, il y a 2 moments terribles où ils ne sont pas au mieux de leur capacité intellectuelle et musculaire, c'est 8h30 du matin et 13h30 l'après-midi. En France, on commence et précisément à ces 2 horaires-là, donc on a tout faux. On sait que pour les préadolescents, là où leur métabolisme, leur système musculaire est le plus comment dirais-je, actif, c'est 17h-20h. Bah, c'est là où on devrait faire la gym ou les activités sportives. Pas du tout. Non, ils ont autre chose ou rien, enfin bon, bref. Donc, on est très très loin dans nos sociétés de cette prise en considération de nos propres rythmes, évidemment. Mais on ne peut avoir cette préoccupation que si en même temps, on prête attention aux rythmes qui nous environnent, c'est-à-dire de tous les éléments de la nature. Alors, la classe promenade, en fait, des choses comme ça, aujourd'hui, ça devient des utopies. Parce que le plan Vigipirate, l'assurance, les parents, etc., sont contre. Bon. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir ces pédagogies nouvelles qui sont centenaires. Là aussi, vous voyez, il faut revoir le vocabulaire parce qu'elles sont très vieilles, elles sont centenaires, mais elles n'ont jamais été vraiment expérimentées longuement, ni appliquées. En France, il y a une seule école Montessori qui a le label de la Société internationale de Montessori.
Après, il y a des gens qui font croire que c'est une... Mais, donc, il n'y en a qu'une. Bon. Célestin Freinet, ça s'est un peu plus répandu, mais de manière assez imparfaite, avec toujours un contrôle étatique, etc. John Dewey a eu une certaine importance, mais on l'a passé un peu sous silence. John Dewey, c'est très important parce que un architecte que Francesco et moi connaissons bien, qui est Patrick Bouchain, son maître, sa réflexion théorique et la lecture du texte de John Dewey sur éducation et enfance. Bon. Donc, et que dit-il dans ce livre? Il dit « Tout enfant ne peut apprendre que s'il expérimente, que s'il fait l'expérience de. L'expérience du froid, de l'eau, du feu, de tout ce que vous voulez, de construire une maison en bois. Il faut l'expérience. Donc ce n'est pas un enseignant qui enseigne, c'est l'enfant qui s'auto-enseigne. On en est loin. En Suisse, je ne sais pas, mais en France, on en est très très loin. Hein. Très 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 loin. On est encore l'Institut sur l'estrade. Célestin Freinet, première chose qu'il fait, il dit aux enfants, cassez-moi l'estrade. On a besoin de boîte chauffe pour le poêle. Alors les enfants, ils sont ravis, ils pètent l'estrade. Même les cancres, hein, ils, paf, là, ils sont vachement contents. Bon. Et puis ils brûlent l'estrade, ils rentrent chez eux et disent alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mon chéri? Bon, on a cassé l'estrade, on a tout foutu dans le fourneau. Hop, évidemment, immédiatement, le maire, tout le monde vient voir Célestin Freinet. Mais vous prenez pour qui? Vous avez cassé le mobilier de l'école, etc. Bon, donc ça vient un effet. Et puis, il faut apprendre. Donc vous allez tous devenir des journalistes, vous allez tous être reporters. La clé du système Freinet, ça a vieilli par rapport à nous, bien sûr, mais encore, on pourrait s'en inspirer, c'est l'imprimerie. Chaque école a une imprimerie, chaque école produit un journal. Et chaque enfant écrit, dessine, photographie. Participe à cette œuvre collective qui est le journal, qui est envoyé à d'autres écoles, et là, on crée des réseaux de correspondance à l'échelle internationale. Et évidemment, l'enfant, il est content de voir sa signature, il a écrit un texte. Et puis, alors, il y en a qui n'ont pas d'idée. Alors, Célestin Freinet dit, il fait quoi ton père? Il est bûcheron. Tu vas faire un article sur le bûcheronnage, tu vas nous expliquer comment ça se passe. Tu vas le questionner. Il ne me répondra jamais, il va me foutre une baffe. S'il te fout une baffe, tu lui dis que c'est le maître qui veut que tu le questionnes sur qu'est-ce que c'est qu'un bûcheron, qu'est-ce que c'est que les outils du bûcheron, etc. Et en fait, à un moment donné, ça marche, quoi, parce que même le père, il est assez flatté qu'on s'occupe de lui. Il pensait que son métier était mal vu, parce que ce n'est pas un métier intellectuel. Et donc, de fil en aiguille, la méthode Freinet, elle a cette puissance, si vous voulez. C'est que tout d'un coup, on sait que l'expérience, comme le disent les Chinois, est un peigne pour un chauve. Ça ne sert à rien, l'expérience. Ça ne sert strictement à rien, sauf à celui qui en fait l'expérience. On ne peut pas la transmettre. C'est inutile. Quand vous dites, croyez-moi, moi je l'ai dit à mes amis indiens, pendant un temps j'allais souvent dans le même bidonville en Inde, je leur disais, mais non, vous avez des vélos, continuez à produire des vélos, n'ayez pas de bagnole. Moi je leur disais ça. Pour l'aspect énergivore, pour l'aspect environnemental, pour la santé physique. Et eux, ils me disaient, mais qui c'est ce type? Pourquoi il nous mène en vélo? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'on ait des bicyclettes? Quoi, on est sous-développé? Non, nous, on veut des bagnoles. Comme vous le savez, la Chine et l'Inde, aujourd'hui, ont des parcs automobiles de 23 millions pour l'un et de 13 millions pour l'autre. Ils ont programmé pour 2020, c'est-à-dire demain, plus de 200 millions de véhicules dans chacun des pays. C'est considérable. L'Inde vient de lancer le plus gros programme d'autoroute de toute l'histoire de l'humanité. Vous voyez, donc on est quand même très loin de l'utopie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je reviens avec mes petites choses, je me dis, oh là là, Thomas More ne l'imaginait pas à l'échelle d'un village, il l'imaginait à l'ensemble de la société anglaise. C'était déjà un point très très fort. Et plus on a imaginé d'autres utopies, plus elle s'est rétrécie, elle s'est concentrée sur finalement un petit groupe de gens très militants, très convaincus, qui essayaient, et c'est déjà pas mal, de vivre mieux, c'est-à-dire de vivre selon leurs idées. C'est là où on vit mieux, c'est quand on vit selon ses idées. C'est quand tous les jours on est en train de vivre un truc qu'on déteste. Je suis obligé de prendre ma bagnole, je suis obligé de bousculer un tel dans le train, je suis obligé de répondre à tant de mails, etc. Des trucs qui sont vécus comme des contraintes. On se dit, j'aurais vraiment besoin d'un bain d'utopie. Mais on ne peut pas y aller parce que l'utopie est dorénavant fractionnée, découpée. Elle a perdu, si vous voulez, sa vertu unitaire. Et c'est vrai que nous tous, moi j'avais fait un texte, je fais beaucoup de textes en tant que lexicographe, sur l'origine d'un terme et j'en fais l'historique. Bon, j'avais essayé de comprendre qui avait inventé ce truc qu'on appelle l'usager. J'avais toujours trouvé ce terme débile
Et donc, je me suis dit, mais qui a inventé le mot usager? Pour quel usage, vous voyez? Je ne vous le dirai pas, exprès pour que vous ayez une curiosité d'acheter mes livres. Mais, non, parce que moi, je ne suis pas un usager, je ne suis pas un consommateur, je ne suis pas un parent d'élève, je ne suis pas un électeur. Non, je suis modestement un individu qui cherche parfois désespérément à reconstituer son unité existentielle, mais je ne vois pas pourquoi tout d'un coup on va me couper en morceaux. Il y en a qui aiment ça, ils disent, alors là j'ai des collègues, hein, là c'est, permettez, hein, là c'est l'historien qui parle. Parce que le mec, il est prof d'histoire, mais je m'en fous. J'ai dit, mais attends, je m'en fous de l'historien. Toi, raconte-moi, t'es pas d'accord, pourquoi? Ça m'intéresse. Alors là, il faut qu'il se cache derrière une espèce de légitimité. Hein, comme si la grecque d'histoire, c'était légitime, vous savez. Bon, comme si un diplôme, tout le monde, n'importe qui peut avoir un diplôme universitaire dorénavant, donc je vois pas en quoi ce soit légitime. Qui me dit, je suis docteur, bon, d'accord. Bon, donc ça ne sert à rien. Ça, c'est un point très important. Ce que fait un enseignant, moi j'ai choisi le métier d'enseignant, parce que j'ai l'ambition de convaincre des plus jeunes qu'apprendre, c'est un plaisir inouï. C'est tout. Et alors là, vous avez deux types d'enseignants. Vous avez celui qui, moi je l'ai vu dans des diplômes d'architecture. Je vous raconte une anecdote. J'arrive à un diplôme d'architecture, je ne donnerai pas le nom de l'école. Donc moi je suis la personnalité extérieure. Et puis là, il n'y a que des architectes qui se connaissent. Et ils sont là. Et puis je dis... c'est très bien, moi je dis toujours c'est très bien, c'est très bien, mais c'est dommage que vous n'ayez pas lu ça. Le directeur du diplôme se dresse, éructe, et me dit, mais vous croyez où ici, à nous citer tous ces livres? C'est une école d'architecture ici. Ah j'ai dit, ah bon, alors on est illettrés. Alors c'était une anecdote, mais pas si vieille. Donc ouais, hein, c'est comme une autre fois, je donne à un de mes étudiants en architecture à lire un bouquin. Il est allé en juin. Je lui dis, en septembre, tu vas me parler des raisons du paysage d'Augustin Berg. C'est un tout petit livre. J'avais choisi un tout petit livre parce que je me suis dit, il arrive et je lui dis, alors, rien. Il a l'air totalement hagard. Je lui dis, c'est très simple. Tu me dis le nom du roman, du livre, l'auteur. Et puis, en gros, les 3-4 idées que tu as trouvées intéressantes là-dedans. Rien. Puis ça me faisait de la peine, parce que c'est un grand dadais. Alors, je lui dis, mais tu l'as lu? Il me répond, pas personnellement. Et donc, ça, j'ai compris qu'en fait, il avait dragouillé une pépé, qui avait lu ce bouquin, qui lui a raconté, mais lui, il avait tout oublié. Alors, j'ai pas osé lui dire, raconte-moi d'autres choses, enfin d'autres souvenirs de vacances avec cette jeune femme. Enfin bref. Donc alors, je l'ai retoqué, j'étais bien obligé. Bon. Donc on voit bien que ce rapport au livre, ou ce rapport à ce que nous, pour certains d'entre nous, ça peut être des films, ça peut être des morceaux de musique, ça peut être des voyages, des musées, etc. C'est tout ce qu'on peut transmettre. C'est-à-dire dire, là si tu... Moi, j'étais dans une école d'archi à Saint-Étienne, l'autre jour, donner une conférence sur la ville chez Baudelaire. Là, je suis arrivé, j'ai récité des Baudelaire que j'ai commentés, si vous voulez. Et là, tout le monde, enfin tous les étudiants sont restés, et au grand étonnement de leurs profs, qui eux-mêmes sont restés, en disant « Ah, c'est dommage qu'on ne nous ait pas enseigné... » Alors j'étais très flatté. Hein, c'est dommage qu'on ne nous ait pas enseigné Baudelaire de cette manière-là. Bon. Non, on enseigne apprendre par cœur, et puis ensuite on dit « Alors Baudelaire avait 2 idées dans ce poème. » Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on en sait en plus? On n'a pas de confidence de Baudelaire. C'est pas ça le problème. C'est que tout d'un coup, un poème, il crée une émotion. C'est-à-dire, il crée un mouvement de la pensée. N'oublions jamais que l'émotion vient du verbe mouvoir. Hein, donc il faut quand même qu'il y ait cette espèce de transport. Hein. La poésie est un moyen de transport. Donc il faut partir de là. Enfin, j'arrête là, non? Oui.